Alors bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à toutes et à tous pour ceux qui suivent la conférence online DailyFX depuis ce matin. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2015. À ma droite, Antoine Larigauderie de BFM Business qui va être avec vous, qui va répondre à toutes vos questions sur l'actualité financière, économique, ou toutes les questions que vous avez. Nous allons juste après l'avertissement sur les risques, laisser Antoine parler, se présenter et nous allons passer à cette petite session de décryptage de l'actualité économique. Alors, toutes les informations qui seront données lors de ce webinaire seront purement à titre indicatif et informatif et tous les intervenants ne pourront être tenus responsables d'éventuelles pertes ou dommages occasionnés sans restriction à l'utilisation des informations données lors de ce webinaire. Alors Antoine, je te laisse à présent la parole, je te laisse te présenter en quelques lignes pour nos auditeurs pour qu'ils puissent te connaître et éventuellement dire ce que tu fais, les émissions que tu fais, et puis voilà, les papiers, etc. Eh bien, bonjour à tous, Antoine Larigauderie, donc BFM Business, je suis sur l'antenne depuis 14 ans maintenant, dans l'émission Good Morning Business de Stéphane Soumier. Je suis présent également dans Intégral Placement, présenté par Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer le vendredi. Je participe au débat sur le marché, les actions, les secteurs à suivre. Et également sur internet, sur bfmbusiness.fr, sur lequel je fais un morning briefing tous les matins, puis un article de fond. Et voilà, je suis très content de participer à ce live. Ça nous fait très plaisir que tu sois avec nous. C'est très très plaisir, et puis voilà, d'avoir un peu le contact, avoir un peu de contact clientèle, ça fait toujours du bien. Puis ça fait toujours du bien. Des gens avec qui on tweet toute la journée, avec qui on partage des infos actions, des infos marché. Toujours agréable, et puis d'avoir ce petit côté interactif. Donc, et c'est d'autant plus plaisant de t'avoir ici, parce que c'est vrai qu'on échangeait beaucoup par Twitter, toi et moi, avant, et puis du coup c'est la première fois que je rencontre Antoine qui a un superbe costume, je tiens à le dire. Merci, et donc du coup on va passer à cette session. Alors Antoine, globalement, selon toi, quel est le sujet chaud d'actualité qu'on devrait suivre là pour cette fin d'année sur les marchés? Qu'est-ce qui pourrait intéresser tous nos traders là actuellement présents, les 800 traders qu'on a en live? Bon, alors évidemment, ce qui anime le marché en toile de fond, c'est l'action des banques centrales. Ça, on va en reparler en long, en large et en travers, que ce soit la Fed qui est sur la pente d'une remontée des taux. Alors c'est vrai que je m'étais fait un petit pari dans ma tête au printemps dernier en me disant que la Fed ferait rien cette année. Je suis en train de gentiment le perdre parce qu'a priori il y a quelque chose. Ah, donc vous avez fait un pari justement sur la Fed? Ouais, non, je l'ai fait plutôt avec moi-même, mais c'était ma conviction. Je pensais qu'il ferait rien cette année. Bon, à quelques semaines d'écart, globalement on est dans les cordes, mais voilà, il nous prépare quelque chose pour décembre, donc ça c'est acté pour les marchés. Et puis du côté de la BCE, élargissement, confirmation de l'attitude proactive de la BCE via les rachats d'actifs, via peut-être une augmentation du montant du quantitative easing ou de la qualité des actifs qui sont rachetés, ça on en reparlera aussi. Et puis voilà, en toile de fond, on a quand même aussi des signaux d'alerte géopolitiques, à travers tout ce qui se passe, les alertes terroristes, qui provoquent des petites pointes de retour du risque sur les marchés. Et ça, c'est peut-être un réflexe plutôt sain, parce que ça fait quand même des mois qu'on a une situation géopolitique très compliquée, que le marché avait tendance à ignorer, prêter grande attention, on est d'accord. Et donc là, c'est un réflexe plutôt sain des marchés, d'autant que ça se tend aussi du côté géopolitique pur, là, entre la Russie et la Turquie. On l'a vu avec l'histoire de l'avion la semaine dernière qui a été descendu au-dessus de la Syrie. Donc voilà, on a une situation géopolitique qui est compliquée, qui est un peu une chape de plomb pour les indices, selon moi. Alors une chape de plomb, justement, dans quel sens? Pourquoi justement cette situation géopolitique elle empêcherait les indices de monter? Parce qu'au final, depuis 3-4 semaines, depuis la fin du mois d'octobre, on a quand même des indices qui ont été plutôt bullish. Ah qui sont super bien. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'après les tragiques événements du 13 novembre, lundi, la séance a fini dans le vert en fait. Oui, c'était une séance assez particulière. Voilà, ouais, c'était ça. On a eu l'impression que... Alors, on a parlé de grand rallye patriotique. C'est vrai que c'était une jolie image. Maintenant, c'est sans doute un petit peu plus prosaïque, mais c'est vrai qu'on a senti des marchés qui tenaient bien. Globalement, le fond dessous, c'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. Les banques centrales sont là pour aider le marché, sont là pour avoir une attitude de nature à aider le marché. Et on le voit aussi bien du côté américain que du côté européen. Maintenant, quand je dis chape de plomb, c'est peut-être un petit peu excessif, mais un gentil plafond de verre. C'est vrai qu'on arrive à des niveaux psychologiques assez importants. On a les 20 000 sur le Nikkei, on a les 5 000 sur le CAC 40, on a des nouveaux plus historiques à
la clé du côté Ouais. du S&P 500. Donc voilà, on hésite à franchir le pas, on attend le catalyseur supplémentaire, il tarde à venir. Et bon, on a cette menace géopolitique, on a aussi la Chine ce matin qui... La Chine qui pèse énormément sur les indices, hein, déjà depuis un moment. Ben là d'un coup en fait, puisque on a accusé un recul d'un petit peu plus de, Mais de du coup, 5% alors, ce matin. quel serait, donc tu as parlé de justement un prochain catalyseur qui pourrait peut-être fournir le rallye de Noël, entre guillemets, Voilà. pour l'alimenter. Voilà. Quel serait ce catalyseur? Est-ce que ça serait la BCE qui augmenterait son PSPP? Est-ce que ça Ouais. serait la Fed qui monterait ses taux? Alors, C'est une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'auparavant on était dans une optique de marché, alors surtout en ce qui concerne les États-Unis, où toute mauvaise nouvelle était bonne à prendre pour les marchés, était positive pour les toute actions. mauvaise nouvelle était une bonne nouvelle en fait. Voilà, parce qu'on anticipait que les banques centrales seraient vigilantes à contenir un éventuel coup de faiblesse. Ce serait donc plus accommodante éventuellement. Exactement. Et du coup, maintenant, on est passé au réflexe inverse. C'est-à-dire qu'on s'est tellement mis dans la tête que la Fed était sur la voie de la normalisation, on a tellement pris en compte le fait que ça causait des déséquilibres aussi, Ouais. qu'il faut en sortir, qu'il faut trouver la porte de sortie. La porte de sortie, elle est à peu près trouvée en décembre. Et tout signe de marché qui sera de nature à dire « Oh là là là, on va peut-être attendre encore un petit peu », sera mauvais. Donc là, pour l'instant, on est bien dans les clous du scénario. On sent que la BCE est prête à faire plus de son côté et on le voit au travers des dernières nouvelles. Je pense notamment aux possibilités d'augmenter le quantitative easing, d'augmenter la qualité des actifs qui vont être rachetés, notamment les obligations issues d'entités des collectivités territoriales. Il y a aussi une volonté de moduler les taux interbancaires. Donc tout Donc ça, la c'est BCE en fait qui va, je vais dire ça un petit peu vulgairement parlant, mais recuisiner en fait son scénario. Son champ d'action en fait. C'est exactement ça. Et qui va élargir sa palette d'actifs éligibles en fait au PSPP. C'est exactement ça. Et donc du coup, si on reste dans les clous de ce scénario du côté de la Fed, si on reste dans les clous de ce scénario du côté de la BCE, alors à ce moment-là, le marché va garder un fond de sauce positif et la publication justement de ces changements de politique monétaire sera peut-être l'occasion d'aller chercher, alors un petit peu au-delà des 5000, rejoindre les plus hauts annuels. Ça va être compliqué, je crois que c'est 5283 annuels sur le CAC. Ouais. Je pense que déjà le premier niveau clé sur le CAC c'est les 5000 points. Les 5000. Déjà reconquérir. Voilà. On les a effleurés, on a consolidé, maintenant il va falloir les reconquérir. C'est fondamental, c'est symbolique, c'est psychologique. Mais terminer l'année à 5000 points, je pense que ça serait déjà un très beau symbole. Ouais, on a eu une année assez mouvementée, hein, plus 20%, moins 20%. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs à BFM à ce moment-là? C'était assez chaud cet été. Hein. C'est-à-dire que voilà, cet été, c'était Shanghai qui faisait la tendance. Et on a eu tendance à vraiment se focaliser uniquement dessus et à suivre un petit peu. C'est vrai qu'on avait des marchés un peu plus calmes point de vue volume. Et bon, les catastrophes boursières, elles arrivent souvent l'été parce qu'il y a moins de volume et que quand il y a un gros acteur qui prend position, tout le monde suit. Donc c'était un peu ça le problème. C'était très impressionnant aussi du côté de l'avant-marché aux États-Unis. Il se passait des trucs absolument dingues. Les autorités de marché qui mettaient en place des systèmes de manière à éviter de faire paniquer tout le monde. Donc il y avait vraiment un contexte de marché très particulier, mais paradoxalement, qui ont participé au fait que l'année est bonne. Le marché a vraiment montré une résilience totale, puisqu'il s'appuie vraiment sur les flux d'argent des banques centrales, et pour l'instant le fond de sauce est très très positif, et le reste, et moi pour la fin de l'année je suis plutôt positif. Ce sera pas un rallye de folie, mais donc plutôt bullish sur le CAC 40. Voilà, plutôt bullish sur le CAC 40. Ça va pas être un rallye de folie, mais il y a de quoi finir au-delà des 5000 points, et ce serait bien payé. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous demande, donc Fifi, qui nous demande un avis sur le CAC en 2016, haussier ou baissier. Alors là, c'est beaucoup plus partagé, parce que on va avoir mangé beaucoup de notre potentiel de hausse. Et donc selon toi, on entamerait en fait ce potentiel de hausse déjà en 2015 pour 2016. Voilà, on prend peut-être un ticket pour les premiers mois de 2016, enfin selon moi. Le truc, c'est que il va falloir passer, c'est un des gouverneurs de la Fed qui me disait et qui matérialisait bien ça avec le changement de politique monétaire, c'est on va passer à une nouvelle étape. Et gérer cette nouvelle étape, ça va être tout le deal pour 2016. Comme ça, au vu des événements, au vu de la tendance des marchés en ce moment, je pense pas qu'on va faire grand-chose. On a déjà fait de grandes choses sur cette année et c'est vraiment à noter. On a eu des très belles progressions sur tout un tas de valeurs. Mais là, on va arriver à un moment où les catalyseurs vont pas être illimités. D'accord. On en a déjà beaucoup, on est vraiment gâtés. Et puis ça dépend des secteurs qui vont être au centre de l'attention, mais on voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont déjà bien alimenté le rallye, les valeurs cycliques. Je pense à l'automobile, aussi bien les équipementiers que les constructeurs. Je pense justement, l'automobile qui a pris un très gros coup cet été.
cet été, cette rentrée, plutôt avec Volkswagen qui s'est totalement, je dirais, effondré en bourse. Qu'est-ce que tu en penses justement de Volkswagen? Est-ce que le potentiel de l'action est toujours entier, ou est-ce qu'il est totalement, fondamentalement remis en question par ce scandale en fait qui a affecté plus qu'un symbole, hein, c'est vraiment le fleuron de l'industrie automobile allemande. Le truc avec Volkswagen, c'est que la confiance, c'est quelque chose qui est très très dur à regagner une fois qu'on l'a perdu. Facile à perdre, mais très difficile à regagner. Maintenant, moi, ce que je vois sur les cours de bourse, sur les avis d'analystes, je me base essentiellement là-dessus, même sur le sentiment qu'il y a dans l'industrie automobile, c'est vrai qu'ils ont pris un gros coup, mais qui sont en mesure de le gérer parce que c'est un groupe qui a des assises financières et un outil industriel absolument monstrueux. Maintenant, je pense qu'il va y avoir peut-être une forme de valeur spéculative autour de Volkswagen parce que va immanquablement se reposer la problématique de qu'est-ce que va faire Porsche. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, Porsche voulait prendre le contrôle de Volkswagen qui s'était cassé les dents. Maintenant, est-ce qu'ils ne reviendraient pas en position de force parce qu'on ne les entend absolument pas réagir en ce moment. Bon, c'est vrai que c'est un ancien de Porsche qui a pris les rênes du groupe, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder là-dessus, d'autant qu'on est dans des industries cycliques qui ont peut-être besoin d'un chouïa encore de catalyseur au niveau des regroupements, des synergies, du partage de plateformes, du partage de la coopération entre les marques. On voit que ça a fait la recette du succès de Renault, de Nissan et d'autres constructeurs européens qui arrivent à bien coopérer. Et est-ce que Volkswagen, qui a énormément de marques, de la marque la plus économique ou vraiment aux marques de prestige, est-ce qu'il ne serait pas justement tenté d'explorer des nouvelles voies de coopération et pourquoi pas de suivre un petit peu plus fort avec Porsche, parce que bon, c'est une histoire qui dure depuis une 50aine d'années, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Et c'est clair que du côté de l'automobile, il y a quelques petites brises de spéculation qui pourraient animer les titres. Maintenant, d'un strict point de vue industriel, des perspectives industrielles, des effets de change possibles et d'un certain nombre de facteurs techniques, c'est vrai que l'industrie automobile a fait beaucoup pour le rebond boursier de cette année. Maintenant, est-ce que ce sera aussi performant l'année prochaine? Moi, je me pose la question. Je ne pense pas que ce soit aussi brillant parce qu'on a déjà pricé beaucoup de choses dans les cours. Ok. Bon, bah, déjà, c'est une excellente question. Alors là, j'ai des visiteurs qui me demandent où puisez-vous vos sources d'informations, d'accord, avec des sociétés comme l'AFP, Bloomberg, Reuters ou d'autres sources? Alors très honnêtement, le matin, je travaille pas mal avec Bloomberg, avec Reuters. Alors c'est vrai que t'es assez matinal, hein. C'est vrai qu'on peut te suivre d'ailleurs sur Twitter, on va montrer ton compte Twitter juste après. T'es souvent connecté d'ailleurs très tôt, dès 3-4 heures du matin. Oui, quand je me lève. Puis assez tard dans la journée aussi également. Donc du coup, comment s'organise ta journée? Ce serait bien d'avoir un petit peu en fait ton modèle type de journée. Comment fonctionnes-tu? Voilà, la journée type, je me lève à 3 heures du matin. Très matinal. Hein. Voilà, très matinal. Bon, le premier réflexe, c'est de regarder un petit peu Twitter parce qu'on a un vrai round-up à travers les comptes qu'on peut suivre, aussi bien du FT, du Wall Street Journal, que de Reuters, de Bloomberg, puis aussi. Donc le FT, pour les personnes qui nous suivent, c'est le Financial Times, d'accord. C'est un des plus anciens médias financier américain que vous pouvez également consulter, qui est très pertinent. Voilà, puis en regardant un petit peu CNBC aussi, ou les sites, les fils Twitter des grands courtiers qui sont sur la place, hein, que ce soit FXCM, que ce soit d'autres, on a déjà un petit sentiment de marché, un petit pif de marché pour voir comment on va ouvrir. Et de là, je pars à BFM Business aux alentours de 4 heures, puis là c'est beaucoup plus avec Reuters, avec les cours en direct, et avec un certain nombre de trucs que je surveille. On choisit une grande thématique. N'hésitez pas à parler plus fort. Ouais. Peut-être que les intervenants ne s'entendent pas. C'est la fin de la journée pour moi, donc il faut que je m'attire. Mais voilà, donc du coup, à partir du moment où je suis à BFM Business, là je me base vraiment sur les cours, sur les indications techniques, sur les notes d'analyste, pour sélectionner les 2, 3, 4 sujets qui vont faire l'actualité. Donc, typiquement ce matin, il n'y avait pas grand chose, mais c'était surtout la Chine, hein, ce qui se passait à Shanghai, avec déjà les indicateurs. Il y a un indicateur qui avait déjà le mois dernier mis un peu le souk sur les marchés, qui était celui de la rentabilité des entreprises chinoises, qui continue de descendre. Ça fait quand même baisser, ouais. Voilà, ça fait quand même le 5e mois consécutif d'ailleurs qui se contracte, qui est en dessous des 7%, il me semble. Voilà, et puis toujours les incertitudes autour de qu'est-ce que va donner la Chine, point de vue perspective économique. Pour l'instant, c'est très 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 flou, et ça drive la tendance sur énormément de secteurs, et notamment celui des matières premières que je suis pas mal en ce moment. Des matières premières. Alors ça, c'était un excellent sujet, parce que justement, je lisais il y a quelques temps dans les médias que Goldman Sachs
disait que c'était la fin des émergents des BRICS. Alors qu'est-ce que tu en penses justement avec le recul? Parce que les BRICS c'est un petit peu Goldman Sachs qui avait lancé le terme à l'époque, et cette même entité en fait annonce la fin des pays émergents. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans une optique économique entre deux, c'est-à-dire que c'est à la fois des pays émergents et des pays émergés. Ils ont pris le contre-coup de crises financières qui étaient toutes liées plus ou moins à la politique monétaire de la Fed, puisque ça a provoqué des déséquilibres monétaires avec le dollar. Ça a lourdement handicapé les pays qui étaient très exportateurs en matières premières. Alors je pense en particulier, c'est un pays que je suis beaucoup, parce que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais l'Afrique du Sud, ça a handicapé énormément de problèmes, énormément de pays comme le Brésil aussi, comme des pays d'Amérique latine. Enfin, tous ceux le qui Brésil d'ailleurs qui avec Dilma Rousseff est actuellement au centre de toute l'attention. Qu'est-ce que tu en penses toi, du dossier de Dilma Rousseff alors? Dilma Rousseff, pour ceux qui ne savent pas, c'est la présidente du Brésil actuellement, qui est au sujet de multiples polémiques en fait. C'est-à-dire que là on va arriver à un moment donné où politiquement il va falloir changer de régime, changer de majorité, parce que le gouvernement est trop empêtré dans les scandales de corruption, et notamment ceux qui sont liés à Petrobras. Et on voit que ça a des conséquences économiques, monétaires aussi catastrophiques, parce que le réal est passé par... C'est sans doute la monnaie qui a connu le... C'est une des monnaies qui a le plus souffert, hein, justement. Puis qui a le plus bougé, c'est-à-dire que moi je me souviens il y a 4 ans, la problématique c'était que le réal était beaucoup trop fort. Et que un dîner à Brasilia coûtait plus cher qu'un dîner à New York. Ah oui. Et voilà, il y a énormément de grosses entreprises, je pense notamment à Vallourec, mais il y a des tas d'autres entreprises qui sont allées produire directement au Brésil justement pour contrecarrer l'effet du réal fort. Et le réal d'un coup est tombé comme une pierre du moment où la Fed a enclenché son plan de quantitative easing, et qui a alors justement, occasionné pas mal de est-ce que le réal ne pourrait pas à ce moment-là profiter de la hausse des taux de la Fed pour, je dirais, se reprendre un petit peu? De toute manière, tout signe de la Fed qu'elle va normaliser sa politique monétaire, c'est-à-dire sortir de procédés vraiment qui sortent du cadre ordinaire d'intervention des banques centrales, tout ça est bon pour rétablir une certaine forme d'équilibre entre les monnaies. Entre les devises. Et c'est vrai que ça peut être profitable pour le Brésil, ça peut être profitable pour tout un tas d'autres pays, mais qui vont de toute manière doubler tout ça de réformes structurelles. Justement du Venezuela. Alors il faut savoir que le Venezuela actuellement souffre énormément. D'accord, la devise nationale a chuté de plus de 60% en l'espace de quelques mois, quelques années. On a également le Venezuela qui est un des principaux exportateurs de pétrole qui souffre actuellement d'une décote de plus de 60% des cours du baril depuis juillet 2014. Alors. Là aussi, ça va être un peu le tournant pour le Venezuela, parce qu'il va aussi falloir changer de modèle économique et de modèle politique, dans le sens où effectivement le pétrole est tellement un enjeu en termes de budget. On voit, ils ont des problèmes énormes à se débrouiller. Alors c'est vrai que c'est des problèmes qui touchent le Venezuela, qui touchent également d'autres pays très dépendants des exportations pétrolières. On a vu l'Arabie Saoudite qui est obligée de prendre des mesures de restriction budgétaire, parce que c'est un trop gros contributeur au PIB, le pétrole. Et le Venezuela, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'ils sont empêtrés dans un isolationnisme qui les handicape beaucoup. Et oui, ça va être à l'origine de changements politiques et économiques. Qu'on remarque sur le marché du pétrole, c'est qu'il y a une véritable guerre d'éclat entre les pays de l'OPEP, etc. Personne ne veut lâcher de part de marché à l'autre, mais tout le monde veut une remontée des cours, ce qui est techniquement impossible. Qui, selon toi, va lâcher prise en premier? Alors là c'est difficile, je peux déjà dire qu'à mon avis ceux qui lâcheront jamais c'est l'Arabie Saoudite, ça me paraît évident, parce que... Donc ils ne réduiront pas à ton avis leur production pour faire remonter artificiellement le cours du baril de brut en fait? Non, pas de manière... Alors ils le font de manière très très ponctuelle, en jonglant un petit peu sur le pétrole lié aux exportations dans diverses zones géographiques. Ils essaient de moduler les tarifs suivant que c'est en direction de l'Asie, suivant que c'est en direction des États-Unis ou des pays matures. Ils peuvent jouer là-dessus. Maintenant, sur la production pure, je pense pas, et ils ont compris depuis 60 ans que de toute manière le pétrole le plus rentable c'est celui qui n'a pas encore été extrait. Et là-dessus ils sont très très cohérents, et ils sont en train de gagner la partie pour le moment, parce que leur but, de manière tout à fait logique, c'est de faire en sorte que ceux qui ont déséquilibré entre guillemets le marché, qui sont les États-Unis avec le gaz de schiste, rééquilibrent leurs paramètres d'offre et de demande en fonction de ce qui se passe sur le marché, de manière beaucoup plus logique. Et oui, on a une véritable guerre des clans là-dessus, qui va se compliquer
parce qu'il va y avoir l'émergence de l'Iran, qui est quand même le deuxième pays de l'OPEP. Qui va se remettre à produire, enfin l'embargo a été levé. Voilà, qui va se remettre à produire de manière à pouvoir exporter, alors très très progressivement dans un premier temps, mais au bout d'un moment va se poser une question de guerre des clans à l'intérieur même de l'OPEP. On la sent déjà entre l'Arabie Saoudite, qui a quand même des parts de marché considérables, qui a peut-être des ennuis budgétaires, mais qui a les moyens de tenir, et d'autres pays qui sont beaucoup plus dépendants des exportations de pétrole, et je pense notamment justement au Venezuela, qui est dans une toute autre optique économique. Le Venezuela d'ailleurs, dont le Premier ministre, enfin le ministre responsable du pétrole, qui avait déclaré qu'il trouverait un prix d'équilibre autour de $88 par baril. On en est quand même assez loin. C'est clair. $88 par baril, il me semble que c'était cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Ils partent de très loin, mais... $88 par baril pour avoir un prix d'équilibre entre les investissements déjà réalisés et tout le reste. Donc c'est assez... c'est clair que là, ils vont partir de très loin pour négocier. Et à mon avis, pour arriver à un prix d'équilibre, ça va être très très compliqué, même à l'intérieur des pays de l'OPEP. Et ensuite, à voir éventuellement ce que les Américains ont à donner en termes de politique pétrolière vis-à-vis des gaz de schiste. On voit que la production se réduit, hein, on a un nombre de forages qui se réduit de semaine en semaine. Mais bon, ce qui est quand même intéressant avec le pétrole, c'est que depuis quelques semaines, on est vraiment tanké entre 40 et $50 et que ça ne veut plus bouger, au-delà ou en dessous. Donc ça, c'est un facteur intéressant. Je pense que les marchés, pour l'année prochaine, et en particulier niveau pétrole et prix de l'énergie, ont besoin déjà de stabilité, et que ça, c'est un premier acquis assez intéressant. Stabilité des prix, etc. Okay. Bon, je note quand même une stabilisation des cours du pétrole aux alentours de $40 par baril cette année, c'est déjà pas mal. Donc l'année prochaine, tu penses qu'on pourrait rejoindre éventuellement les $60 ? Pour l'instant, je vois vraiment pas le baril bouger beaucoup. Tant qu'on n'a pas de réel, je dirais... de réelles indications que ça bouge sur l'offre et la demande. C'est vrai qu'on a l'Agence internationale de l'énergie qui dit que 2016, ça va être l'année de la reprise. C'est vrai que tout le monde s'y prépare. C'est vrai qu'on a des indications de demande qui commencent à frémir du côté de la Chine, du côté des pays super importateurs comme le Japon, comme l'Inde. Mais il faudra vraiment que ce soit confirmé pour... espérer que le pétrole sorte un petit peu de la bande d'évolution des 40-50. Pour l'instant, je ne le vois pas trop sortir. Mais déjà, le fait qu'il se soit stabilisé, c'est à mon avis un facteur très très important et déterminant pour le début de l'année prochaine. Alors, on a une question un peu plus personnelle. Alors, Antoine, quel est votre parcours personnel ? Parcours personnel. Voilà, je pense que ça veut parler un peu les études. Comment es-tu arrivé chez BFM ? Alors, ça commence en 93, où j'ai commencé 4 années d'études de sciences du langage, donc rien à voir. Ensuite, je suis rentré en école de journalisme, j'y ai fait 2 ans. Et le passage par le service militaire, j'ai été un des derniers à le faire. Et ensuite, je suis rentré à RTL, grâce à l'école de journalisme, où j'ai vraiment pu terminer ma formation de journaliste, et surtout radio, évidemment. Et j'ai passé 2 ans à RTL en pige, et après j'en suis sorti, et c'était à ce moment-là, c'était les années 2000, c'était les années de frénésie où il se montait un site d'info toutes les 10 secondes. Donc il y en a un qui me prenait en CDI, j'étais intéressé, et ils m'ont mis devant un Reuters et ils m'ont dit tu vas faire de la bourse. Et je les ai regardés, j'ai fait la bourse, j'y comprends rien, je sais pas ce que c'est, ça me saoule, ça me plaît pas. Et voilà, ils m'ont dit c'est un peu embêtant parce qu'on t'a recruté pour ça. Bon. Donc je m'y suis mis. Donc à la base c'est vraiment totalement par hasard que tu as découvert la bourse. Totalement par hasard. Et vis-à-vis des opportunités. Mais alors le coup de bol, c'est qu'au bout de 2 jours, j'étais accro. Et c'est souvent comme ça, on tombe un peu dedans par hasard, mais une fois qu'on est dedans... Ça m'a plu, ça clignotait de partout. En plus, c'était des années absolument géniales pour la bourse. Donc c'était dans les années combien ? C'était dans les années 2000. Ah bah voilà. Donc là, ça bougeait de partout. On avait France Télécom au-delà des 100 €. On avait Catalunya. Il y avait des boîtes absolument extraordinaires qui se montaient. Je repense il y a un nom qui m'est resté, c'était iWave Optical. C'était le leader mondial de la fibre optique. Ils étaient à Lannion, c'était la Silicon Valley de la Bretagne. Et 2 ans après, on n'en parlait plus, quoi. C'était des mecs qui étaient très très en avance sur leur temps niveau technologie. On a repris leur technologie quelques années après, mais après une purge absolument monumentale. Et je suis rentré à BFM, à l'époque c'était BFM. Je suis rentré le 3 septembre 2001. 2001, donc ça fait quasiment 14 ans, presque 15 en fait. Ça fait quasiment 15 ans que je suis à BFM.
Donc ça a été le baptême du feu parce qu'il y a eu le 11 septembre juste après et voilà, je venais juste de me mettre à la bourse et j'étais là, voilà. Au sein de la société. Et puis voilà, c'est là que j'ai noué mes premiers contacts, que j'ai pu avoir de très très grands professionnels autour de moi. Que ce soit, alors justement ce contact avec de nombreux gérants, etc., comment tu l'as vécu au début, vu que peut-être tu ne connaissais pas grand chose, etc. Comment tu as pu justement les approcher, leur parler, etc. C'était au fur et à mesure des émissions qu'on pouvait faire, alors que ce soit sur le site internet en question et puis BFM au début. C'est vrai que la plupart des gens que j'ai rencontrés au début étaient des gérants, pas trop de vendeurs actions, pas trop de parce qu'à l'époque ça parlait beaucoup moins les vendeurs actions. C'est venu au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de communication au niveau finance, c'est toute une bulle, un petit monde assez sympa d'ailleurs, mais qui s'est monté en quelques années autour de la communication financière. Mais avant ça parlait pas trop, c'était surtout les gérants des petites boîtes, des petites boutiques qui parlaient. Et puis aussi des économistes, et c'est vrai que j'ai pu vraiment accumuler pas mal de connaissances en très très peu de temps, et des connaissances qui après m'ont profité, que j'ai pu vraiment cultiver sur le tas en regardant l'évolution des marchés, et quelle évolution, parce que c'est vrai que j'aurais quand même fait mes premières armes dans une période de changements absolument radicaux. Et voilà, et puis depuis ça fait 15 ans que ça dure, j'en apprends tous les jours, et c'est vrai que c'est un petit monde absolument extraordinaire. C'est aussi ça qui est en fait totalement, on va dire, passionnant, c'est que tous les jours en fait on a quelque chose de nouveau à apprendre. On apprend des choses, ouais. Voilà, intellectuellement, c'est stimulant. Et c'est pas facile dans le sens où en tant que journaliste on est censé expliquer un petit peu ce qui se passe, et on se rend compte que parfois on arrive aux limites de la compréhension de certains systèmes financiers. Je pense notamment, alors là, ça a été quand la BCE et quand la Fed ont commencé à mettre en place leur système de rachat d'actifs, de politique non orthodoxe, comme on dit, on en arrivait aux limites de la compréhension, parce que même les économistes qu'on interrogeait, avaient du mal à comprendre des fois. Il fallait lire les rapports de 30 pages qui expliquaient tout le détail, et ensuite il fallait l'interpréter. C'est tellement technique. Et pour un journaliste, c'est vrai que c'est un gros défi, mais ensuite on en sort grandi parce qu'on comprend tout avec 6 mois d'avance, quoi. Et ça c'est vrai que c'est extrêmement stimulant, et c'est une bonne raison de se lever le matin, et pour l'instant je m'en lasse pas, on va dire. Pour l'instant tu ne t'en lasses pas. Non. Je vais regarder un petit peu. Alors bonjour mon Antoine. Oh. Comme tu le sais. Oui, je le connais. Dave, tu le connais. Je le connais. Alors bonjour mon Antoine. Comme tu le sais, la croissance économique long terme est drivée par la démographie. Comment expliques-tu que la France possède une natalité aussi vigoureuse alors que nos voisins européens, notamment les anciens lapins des pays latins, se sont eux essoufflés démographiquement? Alors, je suis pas excessivement démographe, mais je pense que c'est lié aussi à l'amélioration d'un certain nombre de choses, du niveau de vie et des perspectives économiques. C'est vrai que on passe notre temps à dire que la France c'est un pays qui n'est pas assez actif, niveau économique qui n'est pas assez ouvert, mais globalement l'argent tourne bien, et on a quand même de belles possibilités de développement, d'évolution sociale. Donc oui, je pense que globalement, il y a un peu de latinité en nous qui est stimulée par ce cadre économique. Allez, on va dire. Excellent. Alors du coup, on va reparler du CICE, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu le... Oui. Alors qu'est-ce que tu en penses justement? Parce que justement les débats aussi, j'ai lu un petit peu sur Twitter ce matin qu'il y avait un gros débat sur ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est qu'on commence à en voir les effets positifs sur l'ensemble des entreprises qui sont concernées, notamment en France. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est pour l'instant encore quantifié précisément, parce que faut des outils pour ça. C'est vrai qu'on est des grands amateurs d'observatoires et de commissions d'observation en France, et que c'est un vrai bonheur et un vrai contributeur au PIB national, mais enfin, c'est vrai que c'est pas évident à quantifier. Maintenant, on sent que ça participe à ces petites pousses, ces petites graines de croissance qui sont en train de pousser en France, et qu'on voit pousser. C'est vrai que c'est quelque chose d'encore assez volatile, assez peu quantifiable. On voit que la tendance est en train de s'inscrire doucement, mais le CICE y participe. On sent que véritablement il y a un effet proactif, et sans doute symbolique, et c'est peut-être davantage un problème d'image, mais Emmanuel Macron est quand même quelqu'un qui est particulièrement apprécié des milieux d'affaires. On sent qu'on peut avancer avec lui, on sent qu'il y a de la force de proposition et qu'il y a une ouverture d'esprit assez nette en direction de l'entreprise. Et auparavant, on sentait vraiment que les esprits étaient totalement fermés. C'est vrai que sur BFM Business, on suit de très près l'actualité du MEDEF,
les universités d'été, et on sent que le climat était extrêmement tendu jusqu'à il y a encore quelques mois, et véritablement ça a mis un temps fou à se détendre un petit peu. Et Emmanuel Macron y est pour beaucoup. C'est vrai que il y a beaucoup de marketing là-dessous, c'est vrai qu'il y a cette promotion incessante de la French Tech. Mais c'est quelque chose qui porte ses fruits aussi. Parce que mine de rien, quand on regarde... Mais je pense que c'est quelque chose de nécessaire dans tous les cas pour relancer un petit peu l'innovation et l'entrepreneuriat en France. C'est vrai qu'on assiste à une politique, je dirais, depuis quelques années déjà, depuis peut-être 3-4 ans, de mise en valeur de l'entrepreneur. Au travers des incubateurs dans les jeunes écoles de commerce, au travers même de la fiscalité, il me semble. Oui, tout à fait. Et on en arrive au deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus d'entreprises nous dire c'est bien ces statuts, c'est bien ce branding autour de la French Tech, autour des startups, tout ça, mais bon, on n'est pas au biberon non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est évoluer. C'est passer le stade d'après. On parle de scale-up, on parle de licorne, on essaie de s'inventer d'autres termes, mais on a envie d'avancer. Et j'en veux pour preuve, notamment, la présence, ça paraît très anecdotique, mais la présence d'Emmanuel Macron à l'introduction de showrooms privés. C'est vrai que, bon, on pourra en reparler après, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions sur les introductions en bourse à Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été annulées, que ce soit Ouverture, que ce soit Deezer, qui étaient pourtant des modèles économiques qui sont très prometteurs, mais qui sont très difficilement quantifiables. Et du coup, sur les marchés, on se rend compte que on a des investisseurs qui demandent à voir, avant de mettre leur argent. Il y a une vraie primo leader aussi, parce qu'on sent que c'est des modèles économiques qui étaient menacés par tout ce qu'est capable de faire Google et Apple dans le même domaine en investissant rien du tout. Donc voilà. Cela dit, showroom privé, c'est un modèle qui est déjà éprouvé, un modèle industriel qui est déjà éprouvé, sur lequel on a quelques bases de comparaison. Et Emmanuel Macron, il était présent à l'introduction. Et c'est une introduction qui s'est mal passée les premiers jours, mais c'est un titre qui a remonté la pente, qui a retrouvé ses niveaux d'équilibre d'introduction, qui a eu le mérite de continuer le processus, et à mon avis, ça ne peut leur être que très profitable. Et c'est, à mon avis, là un véritable symbole. Showroom privé. Voilà, showroom privé, qui est une valeur que je regarde de temps en temps d'ailleurs, parce que là, pour le coup, on est arrivé, alors un peu avec peine, un peu en balbutiant au début, mais à mettre un prix sur un modèle économique novateur. Et ça, c'est vrai que c'est, au sein de la French Tech, une problématique qui va être montante ces prochains mois. On voit que les Américains, ils ont beaucoup moins de mal à le faire parce qu'ils ont des acteurs de taille largement supérieure. Mais voilà, en France, il faut qu'on persiste, il faut qu'on continue. Et je pense que c'est très très bien ce qui est arrivé à Showroom Privé, même si ça a été difficile au début. Ils ont tenu le coup et voilà, ça leur sera profitable sur le long terme. Et ils vont profiter, pour moi, c'est un petit peu le symbole de cette agitation positive qui est en faveur des startups qui changent de dimension et qui veulent conquérir d'autres marchés et qu'il faut soutenir. Effectivement. Alors Dave Jam, justement, là, c'est une question un tout petit peu plus personnelle. Alors, Antoine, tu fais partie des rares journalistes qui parlent correct, comme disent les Québécois. Correct, voilà, exactement. Comment expliques-tu les trop nombreuses approximations langagières dans les médias? Alors ça, c'est une question plus d'insider au final. Ah ouais. Disons que ce qu'il y a, c'est que, et j'échappe pas à la règle, je me mettrai pas au-dessus du lot. C'est vrai qu'il y a des moments, on parle de sujets extrêmement techniques, avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de concepts compliqués, mais en même temps, il faut faire avancer l'idée. Il faut faire avancer l'idée de base. Et c'est vrai que si on donne trop de chiffres, trop de concepts, au bout d'un moment, les gens ils comprennent plus rien. Donc voilà, il faut dégager le squelette, il faut dégager la substantifique moelle du truc. Je pense à des sujets typiquement comme le quantitative easing, c'est quelque chose en plus qui est totalement expérimental. On nage vraiment en pleine navigation à vue là-dedans. Et voilà, essayer de faire comprendre quels vont être les effets sur les taux, sur l'échange, de rachat d'actifs, de quels actifs exactement. Tout ça c'est très très compliqué et c'est même en train d'être modélisé parce qu'on n'a pas de base de comparaison. Donc voilà, il y a beaucoup de médias, c'est vrai, qui tranchent encore plus et qui simplifient encore plus la chose jusqu'à perdre le sens même de ce qu'ils veulent expliquer. Et voilà, c'est par volonté d'expliquer la chose. Alors c'est vrai que certains vont trop loin. Nous, on a la chance d'avoir un public, des auditeurs, des téléspectateurs sur BFM Business qui sont déjà plus ou moins du monde de l'entreprise, du monde de la bourse, du monde de la finance, donc qui connaissent un petit peu. Donc on peut se permettre d'être un petit peu technique. Mais c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, on finit par tout mélanger, à plus bien comprendre ce qu'on est en train de raconter. Et ça se sent aussi au niveau des politiques, bien sûr, qui sont un peu perdus comme nous. Ça c'est excellent. Je regarde un petit peu. Donc justement, tu parlais du QE, d'accord, du quantitative easing pour les auditeurs qui ne seraient pas avertis. Alors en fait,
on l'a bien constaté notamment au travers de l'exemple du Japon que c'est un modèle qui vraisemblablement a des limites. D'accord. Le Japon qui enchaîne QE sur QE, mais qui en même temps est enfermé dans une déflation sans fin, d'accord, dans une, je dirais dans une véritable, dans un cercle vicieux. Qu'est-ce que tu en penses? Et penses-tu qu'en fait c'est un petit peu le même modèle économique qui nous attend en Europe? On a une spirale déflationniste qui pèse un petit peu sur l'économie européenne. Est-ce qu'on finira globalement comme le Japon ou comme les États-Unis qui ont l'air plus ou moins, donc les chiffres devraient être retravaillés car ils ne sont pas à mon avis totalement brut, honnête. Penses-tu qu'on se rapprocherait plutôt en Europe du Japon ou plutôt des États-Unis? Alors ça c'est une grande thèse de certains intervenants sur BFM Business, je pense à Olivier Delamarche ou Marc Fiorentino. Si on y prend garde, on risque une japonisation en fait de l'économie. Je pense que c'est une thèse qui se défend. Maintenant je pense que le Japon est soumis aussi à tout un tas de facteurs économiques qui nous sont totalement étrangers. Déjà il y a un vrai problème démographique et un problème de gestion de l'économie sociale au Japon qui est tout à fait différent. La prise en compte de la classe âgée de la population qui est extrêmement nombreuse et de sa contribution à l'économie, et puis le soutien aux classes sociales plus jeunes et plus aisées pour aider à leur développement économique. Donc tout ça, c'est des phénomènes assez compliqués qu'on n'a pas en Europe, et ce qui me fait dire qu'on est dans un contexte autre. C'est-à-dire que l'inflation, on commence vraiment, alors en regardant avec des jumelles, on commence vaguement à la voir poindre, mais je pense qu'on peut, alors là pour le coup, plus s'américaniser que se japoniser en termes d'efficacité des politiques monétaires des banques centrales. En plus, on a quand même un maestro qui est aux commandes, qui est Mario Draghi, qui est quelqu'un d'absolument génial, il n'y a pas d'autre mot, qui sait véritablement rassurer la communauté financière, l'économie réelle, et montrer que même quand la classe politique, même au niveau européen, patauge complètement, il est là pour faire son job, avec toujours, et ça c'est son discours de fond, et il a bien raison de le tenir, moi je pourrais pas tout faire, il faut des réformes structurelles pour l'économie européenne, et l'économie repartira pas sans, mais c'est un discours qui a mis énormément de temps à être mis en pratique, mais qui commence à être appliqué. On voit qu'en France on est en train de commencer de voir poindre des idées de réforme beaucoup plus pour dynamiser l'économie de manière beaucoup plus sensible. On voit que ça a porté des fruits sur des pays qui reviennent de très très loin, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal. C'est des pays qui sont vraiment passés au bord de la catastrophe et qui ont réussi à se... Alors à quel prix? Il faut voir que c'est vrai qu'il y a des pots cassés, il y a énormément de chômage, il y a des secteurs économiques qui ont été complètement anéantis et qui doivent trouver de nouveaux modèles économiques, du coup sur de nouveaux fondamentaux. Mais je pense qu'il pourra en ressortir que quelque chose de bien, dans le sens où on sent que c'est un sentiment général. On voit pas de pays qui soient à la traîne de ces prémices de reprise économique. Alors certes, chacun est un petit peu à son niveau et on sent qu'on a du retard par rapport à l'Allemagne. Mais on voit que c'est quelque chose qui est assez général. Et donc du coup, je pense que c'est plus vers une américanisation dans le sens efficacité des politiques économiques vers lequel on se dirige, que d'une japonisation. Et encore, je ne suis pas si pessimiste que ça au niveau du Japon, parce que c'est un pays qui a quand même une capacité de résilience qui dépasse tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est vrai qu'on parle beaucoup. On a un autre problème au Japon, c'est qu'il y a aussi un problème démographique. On a une population qui est vieillissante, donc ça, je pense que c'est aussi un des soucis, des problèmes majeurs qu'il rencontre en fait. On en a parlé, mais ce qui est fascinant avec le Japon, c'est aussi la puissance de son industrie et son influence sur toute la zone Asie, qui va être véritablement la zone la plus active économiquement ces 5 prochaines années. On voit d'ailleurs au niveau de la politique économique. Donc si des jeunes nous écoutent aujourd'hui, allez en Asie. C'est-à-dire que si on voit ce que les États-Unis sont en train de faire, par exemple, avec la signature du traité commercial Asie-Pacifique, très très clairement, ils ont décidé que leur zone d'influence, ça allait être l'Asie maintenant. Et notamment les pays émergents d'Asie qui sont encore un petit peu à la traîne parce qu'ils se relèvent aussi de problèmes de monnaie, de problèmes économiques qui ont été très très sévères, parce qu'ils ont fait partie des BRICS, ils étaient l'étage d'en dessous, on les a appelés les tigres de papier, on leur a donné tout un tas de noms et tout, mais tous ces pays comme la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, c'est des pays qui vont profiter du mouvement qui a été impulsé. Et ces 5 prochaines années, ce sera sans doute les pays à suivre, et où chercher les nouvelles terres de croissance, ça va être long, ça va être compliqué, parce qu'il y a encore beaucoup de déséquilibres et ça va être très compliqué d'en sortir. Mais il va falloir se positionner là-dessus, c'est clair. Et
voilà, je pense que l'Asie sera vraiment au centre, de toutes les attentions. Voilà, ça va être ça. Alors là, il y a une question de Cédric. Alors, est-ce que Antoine aurait un avis? Alors, sur la Grèce, les banques grecques ont perdu 50% ces derniers jours, Oui. sans affecter les autres indices. L'indice grec est également au plus bas, hein, mais personne ne s'en inquiète. Est-ce que cela cache autre chose, ou quelque chose? Alors, je pense pas dans le sens où la signature des derniers accords pour la renégociation de la dette grecque ont vraiment dressé des barricades anti-contagion tout autour de la Grèce. Alors, c'est vrai que les banques grecques paient le prix de la perte de valeur de leurs actifs. C'est une purge qui se poursuit, on la pressentait, on l'anticipait. C'est vrai que si ça continue à poindre dans l'actualité et retenir l'attention des marchés, il va peut-être y avoir des raisons, alors pas de s'inquiéter, parce qu'encore une fois la BCE a tout son contrôle désormais, et elle a toutes les cartes en main pour tout faire. On a vu que ça avait tangué il y a une semaine et demie, concernant l'octroi d'une aide supplémentaire. Il y avait eu un problème entre le gouvernement grec et les autorités européennes. Mais je pense qu'en définitive, là, vraiment le problème est circonscrit. Il n'y a plus le feu à la maison. C'est juste que ça chauffe un petit peu de temps en temps, qu'il faut surveiller bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait un risque systémique pour l'ensemble de l'Europe, comme il y a pu y en avoir à l'époque où il n'y avait pas de solution au problème de dette. Là c'est bon, on l'a trouvé, on continue sur le chemin. Il y aura peut-être encore des chaos, mais globalement le fond de sauce c'est que c'est plus un problème et c'est juste encore une fois une purge des actifs qui ont besoin d'être sortis du marché pour que tout puisse repartir dans des conditions à peu près stables. D'accord, ça serait un peu comme couper la mauvaise herbe dans un jardin. Voilà, c'est ça. Un petit peu ça. C'est exactement ça. D'accord. Alors, question de la part de visiteurs. Alors, est-ce que chaque journaliste chez BFM et BFM Business est indépendant ou y a-t-il un rédacteur en chef? Bon, disons que oui, il y a un directeur de la rédaction, il y a un rédacteur en chef. En même temps, on propose les sujets nous-mêmes. S'il y a un sujet qui retient l'actualité d'un des responsables, il va nous dire tiens, ça, est-ce que tu peux le faire? Ça m'intéresse. Si on en a besoin pour l'émission et tout, on le fait. Mais ça se fait en très bonne intelligence. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de censure ou autre. Ah non, pas du tout. Non, on se parle, on discute et la plupart du temps ça débouche sur des sujets intéressants qu'on écoute, qu'on lit sur internet, qui sont repris, donc c'est la preuve que c'est fait justement dans un bon esprit et dans un esprit toujours d'intéresser l'auditeur et de lui expliquer les choses. Alors, question de la part de FBX. Est-ce que les politiques sont conscients que la protection des plus pauvres non expulsables fait peser directement sur le portefeuille des particuliers une mission du service public qui en fin de compte pousse l'épargne populaire vers l'assurance vie et freine vraiment fort l'investissement dans la pierre? C'est très technique. C'est une question assez technique. Question assez technique, alors j'y répondrai peut-être par une pirouette, mais c'est un truc que j'ai déjà dit dans Intégral Placement. L'immobilier est un marché où je ne comprends rien. L'immobilier c'est un marché où je ne sais pas ce que veulent dire les prix. L'immobilier c'est un marché où les juges et les arbitres sont aussi des acteurs du marché. C'est un marché où, selon moi, voilà, comme j'ai pu l'expliquer, moi je me suis fait sur le tas, et pour moi la bourse c'est l'offre et la demande et la gestion du risque. Le reste, pour moi, c'est vraiment de la technique. Et typiquement l'immobilier c'est un marché où l'offre ne veut rien dire et où la demande est complètement déséquilibrée, avec en fond de sauce en plus un marché qui a été complètement, c'est un de mes grands noms, mais hystérisé. C'est-à-dire qu'il y a il faut acheter de la pierre absolument par tous les moyens, même un petit truc mal foutu. Enfin, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. On est dans l'euphorie en fait. C'est à la fois une euphorie et une hystérie qui conduisent les prix vers des sommets, mais en même temps qui n'ont pas vraiment de signification. Donc oui, ça fait partie des contraintes dont parle FBX. Ça fait partie des contraintes, tout comme la limitation des loyers, la loi du flot et tout, qui a été essentiellement détricotée, mais voilà, c'est pas un marché qui est déterminé purement par l'offre et la demande, qui est complètement déséquilibré à la base. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on a intégré un certain nombre de réflexes, moi, qui me paraissent totalement aberrants. Je veux dire, mettons sur un appartement de 300 000, 400 000 euros, on trouve tout à fait normal de lâcher à une agence 10% du montant pour mal organiser des visites, faire n'importe quoi et pas suivre les dossiers. C'est 40 ou 50 000 euros, c'est un truc de malade. C'est énorme, les commissions sont énormes. Et on trouve ça tout à fait normal. Et on se dit, voilà, il faut bien en passer par là. Non, moi je trouve ça dingue. Et l'immobilier, c'est un marché dingue. Et c'est pour ça que c'est un marché que je suis
dans l'évolution pour voir s'il s'assainit, mais qui m'inquiète beaucoup parce que c'est un marché qui n'est pas sain du tout. Et aussi bien d'un point de vue d'investir dans la pierre que d'investir dans les sociétés foncières cotées en bourse. Alors c'est vrai qu'il y a du rendement à la clé, c'est vrai que... Le rendement, on l'estime à peu près à combien pour les auditeurs? Sur la pierre? À peu près, ouais. J'en sais rien du tout. Ah non. Mais quand je vous dis que c'est un marché auquel je comprends rien, c'est que je sais même pas ce que veulent dire les chiffres en fait. Parce que c'est basé sur encore une fois, sur des fondamentaux, sur des paramètres de marché. Il paraît qu'on a du rendement intéressant quand on commence à vraiment intervenir sur, alors en plus des foncières géantes, des foncières commerciales, mais globalement, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que voilà, c'est un marché dont je vois ni le début ni la fin. On parle beaucoup de bulles immobilières justement à Londres. À Londres. Alors, c'est vrai que dans d'autres pays qui sont beaucoup plus libéraux en termes de fixation des prix par l'offre et la demande, c'est vrai qu'on en arrive à des prix absolument démoniaques, que ce soit Moscou, que ce soit Hong Kong, que ce soit en Australie aussi, les prix de l'immobilier sont très très chers, puis évidemment à Londres. Mais je pense que Londres, typiquement, c'est un marché qui est trusté par une certaine catégorie d'intervenants qui sont très très fortunés, qui ont les moyens d'acheter, qui font le marché. Mais ça reste pour moi un marché beaucoup plus sain que le marché parisien qui, encore une fois, est basé sur des règles qui sont très très contraignantes et qui vraiment instillent des déséquilibres qui sont fous, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Eh bien écoute, je pense que sur ces bonnes paroles, nous allons terminer ce live. Il est 11h50. Vous retrouverez vous retrouvez dans moins de 10 minutes Sylvain Marche pour une session de trading en live avec Yoav Nizar, il me semble. Quant à nous, nous allons nous retrouver tout à l'heure à 15h avec Yannick Jetta, d'accord, pour une session de trading en live. Je serai avec vous, donc pendant ces 3 heures, ça sera Yoav qui sera avec vous et les différents intervenants. Je vous souhaite un très bon appétit et à dans 10 minutes pour la suite de la conférence Online Daily FX. Merci à toutes et à tous et excellente fin de journée de trading.